Le matérialisme divin, chapitre 1, les racines. Cette grande forêt vierge de mer, elle a commencé bientôt. Elle est pleine de détours inattendus et de cascades et de fourrés profonds. On ne sait pas bien s'il faut aller à droite ou à gauche, et peut-être faut-il aller partout, dans tous les sens. Peut-être n'y a-t-il pas de chemin dans la grande forêt de mer, où tout est le chemin. Il commence partout, il finit partout, parce que chaque brin d'herbe contient peut-être tout. On se promène, c'est très amusant, disait-elle. J'étais en train de me promener dans toutes les constructions humaines, nous racontait-elle à la suite d'une vision qu'elle venait d'avoir, parce qu'elle voyait tant de choses, cette mère, partout, à travers tout. Vivre avec elle, c'était voir le monde avec des yeux inattendus, comme si on ne l'avait jamais vu, et comme nul Picasso ou super Picasso ne pourra l'imaginer jamais, qui d'ailleurs était son cadet de 3 ans. Je me promenais dans toutes les constructions humaines, mais pas les constructions ordinaires, les constructions philosophiques, religieuses, spirituelles. Et c'était symbolisé par d'immenses bâtiments, immenses, qui étaient tellement hauts. On aurait dit que les hommes étaient hauts comme le bord de ce tabouret, tout petits par rapport à ces immenses choses. Et je me promenais là-dedans et chacun arrivait en disant « J'ai le vrai chemin ». Alors j'allais avec lui jusqu'à une porte qui était ouverte et à travers laquelle on voyait un immense paysage. Et juste quand on arrivait à la porte, elle se fermait. J'étais vraiment amusée. Je me disais, c'est vraiment amusant. N'est-ce pas? Quand il parlait, on voyait à travers une porte des immensités devant soi, la pleine lumière, c'était superbe. Et alors, j'allais avec cette personne vers la porte et fermée. C'était vraiment intéressant. Et il y en avait, il y en avait, et il y avait des gens, il y avait toujours de nouvelles personnes, tantôt des hommes, tantôt des femmes, tantôt des jeunes, tantôt des vieux, et de tous les pays possibles. Ça a duré très longtemps. Et je me souviens qu'à l'un d'eux, j'ai dit « Oui, tout cela est très bien, mais ce n'est pas de la vraie nourriture, ça vous laisse affamé. » Alors il y en avait un qui était, je ne sais de quel pays. Il avait une robe foncée, il avait des cheveux noirs, une figure un peu ronde. C'était peut-être un Chinois, je ne sais pas. Il m'a dit « Oh, passe avec moi, goûte-moi ça. » Et il m'a donné quelque chose à manger. C'était absolument épatant. Oh, c'était excellent, je mordais ça. Alors je l'ai regardé, puis j'ai dit « Oh, tu es habile. Montre-moi, montre-moi ton chemin. » Il m'a dit, je n'ai pas de chemin. Alors, nous allons tâcher d'être aussi sages que ce Chinois et de ne pas découper mer en petites tranches académiques. Nous avons toujours besoin de mettre une boîte dans l'autre, une boîte dans l'autre. Et elle riait, parce qu'elle riait toujours, sauf ces dernières années peut-être, et encore. Et nous trouvait abominablement sérieux. Il y a toujours en moi quelque chose qui rit depuis toute petite, qui voit toutes les catastrophes, qui voit toutes les souffrances, qui voit et qui ne peut pas s'empêcher de rire, comme on rit de quelque chose qui prétend être et qui n'est pas. Oui, déjà, elle était à la chasse d'une certaine illusion qu'il faut détruire pour vivre la vraie vie. Et peut-être la plus tenace et la plus chérie des illusions est-elle notre amour de la souffrance et du tragique. Nous protesterons, mais c'est tout de même vrai. Nous irons donc au hasard dans la grande forêt de mer, sans négliger aucun sens ni détour, parce que le sens est peut-être partout et que nous ne savons pas très bien ce qui fait ou ne fait pas partie du chemin sans chemin, ni si la fin n'est pas un commencement dans une histoire d'enfant. Quand nous aurons couru dans la grande forêt, alors nous verrons peut-être se dessiner des lacs, des montagnes, des courbes de niveau. Mais à vrai dire, ce qui est intéressant, c'est de marcher.
une étonnante grand-mère. Mais enfin, pour l'instant, elle ne s'appelle pas encore mère, cette petite Parisienne qui allait vivre 40 ans de sa vie à Paris, 38 exactement. Elle s'appelle seulement Mira, avec 2 R, et elle est entourée d'une étrange tribu cosmopolite. Nous pouvons aussi bien commencer par la grand-mère, parce qu'il y a quelque chose de pétillant là et de très amusé qui rappelle bien un certain aspect de mère. Elle s'appelle Mira Ismaloun, avec un seul R, et elle est née au Caire en 1830. Ce n'est peut-être pas un hasard que Mère ait ses racines dans cette ancienne terre d'Égypte, mais elle a beaucoup de racines, Mère, de très vieilles racines, peut-être partout. J'ai des millions d'années et j'attends, disait-elle ces dernières années, avec un regard qui semblait porter le monde et toute la résistance de ses enfants terrestres. Et nous nous souvenons de cette émouvante étude de Walter Pater sur Mona Lisa, avec laquelle Mère avait d'étranges affinités et un certain sourire. Elle est plus vieille que les rocs au milieu desquels elle est assise. Elle est morte bien des fois et elle a appris le secret des tombes. Walter Pater, Studies in the History of the Renaissance, page 103. Mais les Ismaloun venaient aussi de la vieille Hongrie ouralo-altaïque et le père de Mira Ismaloun, Sayed Pinto, bien qu'égyptien, plongeait ses racines en Espagne. Des vents d'hiver ont soufflé sur ce berceau et ceux de l'Oural se mêlaient au mystère de la vallée des rois et à la fougue ibérienne. En fait, ce ne sont pas vraiment des hommes qui ont veillé sur le berceau de Mère, mais des femmes, une lignée de maîtresses femmes. Nous sommes donc au temps de Mehemet Ali, le canal de Suez n'est pas encore percé. Les armées du Pacha se rebellent contre le joug de l'Empire ottoman. C'est une Égypte féodale qui affronte le monde moderne et se souvient encore de Bonaparte. Mais le souffle de Bonaparte avait peut-être laissé quelque chose dans l'air, car Mira Ismaloun aura vite fait, elle aussi, de secouer le carcan. Elle se marie bien sagement à un banquier à l'âge de 13 ans, comme de coutume alors, après avoir rencontré son fiancé dans un bateau sur le Nil. Il m'offrit un diadème de grande valeur et un petit panier de fraises, raconte-t-elle dans ses mémoires, car elle a laissé des mémoires, aussi charmants et cocasses qu'ils sont brefs, dictés à son petit-fils, le gouverneur Alfassa, à l'âge de 76 ans, en français. Et à 20 ans, elle s'embarquait pour l'Italie, avec une certaine audace si l'on se souvient de l'abjecte situation des femmes au Moyen-Orient il y a plus d'un siècle. Je ne parlais que l'arabe, je portais mon costume égyptien et je voyageais seule avec mes 2 enfants et une bonne. Mon mari était resté en Égypte. Le mari était toujours entre parenthèses. Je fus la première égyptienne à me hasarder à quitter ainsi l'Égypte. Et de noter tout de même. Je fus trouvée fort belle dans mon costume égyptien bleu de ciel, tout brodé d'or et de perles fines. Elle portait aussi un petit tarbouche posé très bas, avec un grand gland d'or, mais j'ignorais la langue, aussi je me promis de vite l'apprendre. Ce qui fut vite fait, ainsi que le français, car Mira Ismaloun était décidément un personnage peu ordinaire. Puis elle faisait la connaissance du grand-duc, qui m'envoyait des fleurs tous les jours, ainsi que Rossini, le compositeur. Et elle ajoute avec une ingénuité où la coquetterie se mêle à l'humour, quoique très sage et même sévère, j'étais sensible à tous ces hommages. C'était vers 1850. Nous ne savons pas si elle était vraiment sévère, mais elle comprenait bien la vie. Elle l'aimait tout bonnement, et elle était déjà dotée d'un esprit très universel pour lequel les petites frontières patriotiques semblaient de vaines et encombrantes inventions. Elle laisse son fils aîné en pension à Vienne, fait le va-et-vient entre le Caire et l'Europe, largue un 2e, puis un 3e fils au collège Chaptal à Paris.
J'étais une enthousiaste de Paris, et de nature et de caractère original, il me semblait très admissible de circuler partout avec Elvire, sa fille aînée, pourvue d'un nom bien égyptien comme on le voit. Mais comme ma mise était plutôt élégante et assez voyante, j'étais partout très remarquée. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Mira Ismaloun n'était nullement évaporée. Elle lisait Renan, Taine, Nietzsche, Darwin. Elle était douée d'un remarquable équilibre comme mère et savait joindre les contraires. Une de mes lignes de conduite les plus invariables a été de maintenir sans cesse en équilibre réciproque le cœur et la tête, afin d'éviter par là de me laisser entraîner aux excès de l'un ou de l'autre. Quant à mes finances, j'ai grand soin d'équilibrer mes recettes et mes dépenses. Elle eut donc la géniale idée de joindre l'utile à l'agréable en découvrant que ces pauvres princesses d'Égypte mouraient d'envie de connaître Paris dans leur harem. Elle leur apportait donc les dernières toilettes de chez Worth, des bijoux de la rue de la Paix, des parfums et des chroniques qui subvenaient à toutes ces extravagances. Partout où je passais, j'étais reçue et fêtée comme une reine. Mon air imposant, ma conduite sévère, mes toilettes éclatantes et mes dépenses me faisaient un véritable piédestal. Mais elle rapportait aussi des portraits, car les petites princesses avaient bien envie d'avoir leur tête peinte à l'huile par les meilleurs peintres de Paris, avec tous les bijoux et bien ressemblant à la photographie. Et c'est ainsi que Mira Ismaloun fit la connaissance du tout Paris des peintres et de l'atelier de Viennot et d'Édouard Morisset, qui sera le père du futur mari de la jeune Mira. La largeur d'esprit de Mira Ismaloun ne s'arrêtait pas aux frontières. Elle ne s'encombrait pas non plus de religion, qu'elle trouvait probablement aussi étroite que les patries, mais elle laissait chacun là où il se plaisait. S'étant aperçue que sa fille aînée, Elvire, avait été convertie à la foi catholique par une femme de chambre très convaincue, non seulement elle ne lui fit aucun reproche, mais elle se mit en demeure de lui trouver un mari doté de la même religion, puisque cela lui faisait plaisir. J'ai été la première en Égypte, note-t-elle, qui laissa sa fille épouser un catholique et un Italien par-dessus le marché, c'est nous qui l'ajoutons. C'était très mal vu dans notre milieu et je fus critiquée. Même, pendant un certain temps, certains membres de la famille m'en tinrent rigueur. Et elle ajoute, parce que le joli côté ne lui manquait jamais. Le mariage fut civil et se passa au consulat d'Italie. C'était une cérémonie tout à fait jolie et intime, et j'y portais une robe en faille gris perle magnifique. Après cette cérémonie, Elvire, son mari et leurs témoins allèrent à l'église et je fis semblant de l'ignorer. Très large dans mes idées, je m'en suis toujours trouvée très bien. Elle demeure tout de même suffisamment en Égypte pour assister à l'inauguration du canal de Suez. Monsieur de Lesseps vint me chercher avec une escorte à cheval. Nous ne savons pas qui elle ne connaissait pas, cette étonnante grand-mère. Et laisse sa deuxième fille, Mathilde, qui sera la mère de mère, se marier à Alexandrie. C'était en 1874. Le mariage a été célébré en grande pompe dans le palais du gouvernement. Le vice-roi et les ministres y assistaient. J'avais une robe magnifique et l'on me trouvait plus belle que ma fille. Finalement, cette petite arabe qui montait à l'assaut de Paris avec son pourpoint bleu de ciel et son tarbouche posé bas, qui lisait de l'origine des espèces et mettait sens dessus-dessous le grand hôtel, se retire à Nice et passera les dernières années de sa vie à circuler entre la Méditerranée et les rives calmes du lac de Genève. Après avoir fréquenté les grandes capitales et les villes d'eau, fréquenté les fêtes et les théâtres, vécu dans l'intimité de personnes célèbres, après avoir mené cette grande existence où je n'avais d'autre souci que d'administrer mes affaires et de satisfaire, sinon mes caprices, du moins les désirs légitimes d'une belle vie, j'eus la sagesse de me résigner à plus de modestie et de tranquillité. Son mari l'accompagnait généralement, note-t-elle simplement. Il avait un culte pour moi,
ce qui ne nous étonne pas. Mais le plus surprenant dans cette vie impétueuse et irrésistible, impatiente de toutes les frontières, et qui pourtant sortait de la vallée du Nil, c'est qu'un cri lui échappe soudain, au bout de ce périple mouvementé, comme si toutes les limites lui semblaient inacceptables, y compris celle de la mort. À 76 ans, à vrai dire, je n'aime guère la vieillesse. Je trouve encore la vie belle. Et je m'écrie avec Goethe, par-delà les tombeaux, en avant. Il y avait une graine, là. Mira chez les matérialistes. Avec Mère, c'est un autre rythme. Profond, vaste, silencieux, mais intrépide. Et il fallait bien de l'intrépidité pour s'aventurer là où elle est allée. Une statue de passion et d'invisible force, un absolu de volonté impérieuse et douce, la tranquillité et la violence des dieux, indomptable et immuable. Savitri 7.1. Elle est née à Paris un 21 février 1878. C'est l'explosion de lumière des impressionnistes, Monet, Degas, Renoir. Elle les connaîtra tous. Et j'étais la Benjamine. César Franck était en train de composer ses béatitudes. Rodin achevait son âge d'airain. C'est la douce ironie d'Anatole France qu'elle connaîtra aussi. Jules Verne avait déjà terminé son tour du monde en 80 jours. Sri Aurobindo avait 6 ans, là-bas, à 10 000 kilomètres. Un an après, en 1879, il débarquera en Angleterre pour y passer 14 ans. Elle habitait au 62 boulevard Haussmann, dans un immeuble maintenant disparu, à côté de l'ancien magasin du Printemps. Elle y restera jusqu'à l'âge de 8 ans. Ce n'était guère le cadre de Mère. En fait, ce ne sera guère son cadre avant longtemps, si tant est qu'elle en ait jamais eu un. Mathilde, sa mère, était née à Alexandrie, où elle avait épousé 4 ans plus tôt, en grande pompe, nous l'avons vu, à l'âge de 17 ans, un jeune banquier peu fortuné qui était turc, Maurice Alfassa, né à Andrinopouli en 1843. Mais c'était elle, la maîtresse femme, d'un genre bien différent de la savoureuse grand-mère. Une barre de fer, disait simplement Mère. Les apparences trompent. Nous avons tendance à penser celle-ci torrentueuse et celle-là raide et autoritaire comme des pôles opposés, mais c'est un même courant qui passe et qui se dépense en colorations variées. L'important est que le courant passe. Et il passait. C'est ce qu'en Inde on appelle la Shakti, la force créatrice. Mathilde, autant que Mira Ismaloun, était une fameuse Shakti, mais toute reportée sur le progrès humain et la volonté de perfection. Il faut que mes enfants soient les meilleurs du monde. Ce n'était pas une ambition. Ce n'était pas une ambition. Je ne sais pas ce que c'était, raconte Mère. Et elle avait une volonté. Ma mère avait une volonté formidable, comme une barre de fer. Quand elle avait décidé, c'était décidé. Même si quelqu'un était là en train de mourir, elle n'aurait pas bougé. Alors elle avait décidé, mes enfants seront les meilleurs du monde. Et ça a suffi. Dans cette sorte de pénombre où se meuvent les êtres humains, cette volonté de perfection faisait une petite étincelle brillante comme un diamant. Car les êtres se meuvent selon d'autres lois qu'il nous semble, et nous allons dehors comme des pantins, tandis que derrière, d'autres yeux voient et se meuvent assurément comme la luciole attirée par son rayon semblable. Mais Mathilde n'avait rien à voir avec une luciole, ni Mère. D'abord, Mathilde avait trouvé
insupportables les pompes de la cour d'Égypte autant que le carcan social qu'on imposait aux femmes d'alors, mais au lieu d'en sourire et de passer dessus comme une reine à la façon de Mira Ismaloun et d'en profiter, elle a tout cassé. Un beau jour, au grand scandale des bonnes gens, la jeune Mathilde a refusé de faire sa référence au Khedive, trouvant sans doute que c'était contraire à la dignité humaine. Elle a dû plier bagage. Elle avait 20 ans et un jeune bébé, Matteo, un nom italien à Alexandrie, on se demande pourquoi, qui sera le frère aîné de Mère et son ami intime. Il y avait 18 mois entre eux. Il était né le 13 juillet 1876 à Alexandrie. Et c'est ainsi que Mathilde débarque à Paris en 1877, sans doute parce qu'il était dit que Mère devait naître sur la terre de France. Elle sera communiste aussi, à une époque où les jeunes filles bien élevées tricotaient leurs trousseaux. Et elle restera communiste jusqu'à l'âge de 88 ans, où elle trépassera parce qu'elle l'avait mis dans sa tête. Pourtant, il y a une histoire à rebours. Mathilde avait un poulailler et elle vendait les œufs de ses poules pour améliorer son budget. Lorsqu'un jour, un audacieux contrôleur des contributions s'est mis dans la tête, lui aussi, de lui faire payer des taxes, non seulement sur ses œufs, mais sur tout l'arriéré des œufs qu'elle avait pu vendre. Elle n'a jamais compris. Mais enfin, ce sont mes poules. Nous ne savons pas ce qu'en aurait dit Karl Marx, ni si le communisme de Mathilde avait grand-chose à voir avec quelque orthodoxie, elle qui abominait les orthodoxies ou n'en aimait que le premier mot. Droit, aller droit et pas d'histoire. Ça allait rondement au boulevard Haussmann. Non pas que Mathilde manquât de culture, elle était au contraire très cultivée, cette jeune Alexandrine, au moins autant que la grand-mère admiratrice de Goethe. Elle était bien plus intellectuelle, mais elle prenait la vie comme un théorème de mathématiques en perpétuelle démonstration rigoureuse. Il fallait que la vie soit exacte et tende imperturbablement vers quelque asymptote idéal qui n'était pas Dieu, parce qu'elle était parfaitement athée, il va de soi, mais le triomphe de la perfection de l'Homo sapiens. Mira en prendra une graine et elle ira par-delà. Pourtant, ce n'était pas Mathilde le mathématicien de la maison, mais le père, Maurice Alfassa. Mon père était un mathématicien de premier ordre, dira Mère. Mais un banquier moins habile, sans doute, le pauvre homme, ça ne devait pas l'amuser beaucoup, et les finances de la maison n'étaient pas toujours brillantes. Les Alfassa n'étaient pas pauvres, il s'en faut, et ils auraient pu faire appel à la riche grand-mère, plus si riche d'ailleurs, car elle était affublée de 4 fils, tous plus prodigues les uns que les autres. Mais ce n'était certainement pas conforme à la dignité spartiate de Mathilde. On marchait donc à la cadence, boulevard Haussmann. Même le fils, Matteo, sortira de l'école polytechnique. Mère aura une base solide et rigoureuse, d'où les imaginations étaient bannies comme des gaspillages de temps, les religions proscrites comme une faiblesse et une superstition, et les phénomènes de l'invisible violemment repoussés. Tout ça, ce sont des maladies cérébrales, disait Mathilde. Un point, c'est tout. Et que l'on n'y revienne pas. C'était une bénédiction. Déguisée, car sans cette armature impitoyablement matérialiste, la petite Mira aurait peut-être moins bien supporté l'avalanche d'expériences étranges qui allaient s'abattre sur elle dès les premières années. Simplement, elle ouvrira de grands yeux, regardera tout ça, délicatement, comme on prend un insecte sous la loupe, et elle n'en soufflera mot à personne, et surtout pas à sa mère, qui l'aurait conduite instantanément chez le plus proche médecin. Un milieu obscur, dira Mère, une mère ascétique et stoïque. On s'étonne parfois de la pure relativité des conceptions et des philosophies humaines, car cette même énergie
ou cette Shakti qui animait Mathilde, en d'autres lieux et sous d'autres cieux, aurait pu faire d'elle très bien et tout pareil, un yogi dans une caverne, une révolutionnaire à la Danton, un physicien acharné dans son laboratoire, ou même une grande mondaine à l'assaut idéologique des capitales d'Europe, comme Mira Ismaloun avec un autre tarbouche. Mais elle avait choisi ses limites, à moins qu'elle n'ait été choisie pour elle, comme quoi nous pouvons bien penser ce que nous voulons et professer ce que nous voulons à droite ou à gauche, mais ce sont simplement des petits barrages commodes et temporaires dans un grand courant qui passe et qui se moque tout à fait des mots que nous y mettons. Il ne manquait tout de même pas d'un brin d'imagination dans cette sévère maison, et d'une façon inattendue, c'est chez ce pauvre banquier qu'elle se cachait. Nous avons même une sorte d'impression qu'il devait être assez charmant en cachette, ce grand Turc, à l'abandon dans les bagages de Mathilde. Il avait d'ailleurs bien des talents secrets et quelque chose de russe ou de caucasien qui faisait qu'on l'appelait Barine. Il était fort comme un Turc qu'il était, bien entendu, et il pouvait mettre à terre un cheval simplement en pliant ses genoux, car il était très bon cavalier. C'est un luxe qui fut banni par Mathilde. Il avait fait toutes ses études en Autriche, où il connaissait les meilleurs manèges, et parlait couramment l'allemand, l'anglais, l'italien et le turc. Il se fera vite naturaliser français. On était décidément solide au boulevard Haussmann. Un équilibre physique extraordinaire, disait Mère. Et elle en prendra une graine aussi. Et non seulement il savait toutes ces langues, mais au point de vue arithmétique, il savait. Je n'ai jamais vu un cerveau pareil. Eh bien, il aimait les oiseaux. Il avait une chambre à lui dans notre appartement, parce que ma mère ne pouvait pas beaucoup le tolérer, sa chambre séparée. Et là, il avait une grande cage, pleine de serins. Mais la journée, il fermait les fenêtres et il laissait tous les serins en liberté. C'était probablement la seule poésie de cet endroit. Et puis, il adorait le cirque. Telles étaient les solides racines de la petite Mira. Mais on se tromperait beaucoup en cherchant là l'explication de Mère. Elle est assez inexplicable, cette Mère. Mais quand nous ne pouvons plus expliquer, c'est le commencement de la poésie, peut-être le commencement du vrai monde. Nous nous rappelons Sri Aurobindo. L'univers est une mascarade sans fin et rien n'est totalement ce qu'il semble ici-bas. C'est une vision de rêve d'un fait véridique qui, sans le rêve, ne serait pas complètement vrai. Savitri 1, 4. À moins de penser que Mira eut d'autres racines, beaucoup de racines, qui ne se situent pas seulement en Europe, même en l'étendant jusqu'à l'Oural et la péninsule espagnole, en passant par la vallée des rois, ni dans les lois génétiques de M. Mendel, qui d'ailleurs venait de terminer ses travaux à Brunn, et même si l'on s'obstine à vouloir l'enfermer, et nous enfermer tous, dans quelque obscur dédale cryptogénétique qui semble être notre dernière crypte, elle était précisément née pour briser ce code-là, secouer cette ultime joue, comme Mira Ismaloun secouait ses frontières des conventions et Mathilde la cour du Khedive, et nous tirer de ce bourbier atavique à l'air libre en quelque nouvel état de l'homme ou quelque nouvelle nature. Nous ne voulons pas obéir aux ordres de la nature, même si ces ordres ont derrière eux des milliards d'années d'habitude.